Quelle réflexion doit-on développer devant les vastes mouvements de migration qui concernent les sociétés du monde entier, qui envahissent nos médias et génèrent la controverse dans les débats électoraux? Le développement des migrations humaines en ce début du XXIe siècle n'est nullement un phénomène nouveau, mais son amplitude l'est. Au XVIIIe siècle, la population mondiale dépassait à peine 1 milliard d'habitants, qu'elle avait mis quelques dizaines de milliers d'années à atteindre. Aujourd'hui, 300 ans plus tard, elle progresse au rythme de 90 millions de personnes supplémentaires par an et approchera les 8 milliards dans une dizaine d'années. La découverte du Nouveau Monde engendra des mécanismes migratoires massifs, jusqu'alors inédits. Le transfert d'esclaves africains vers les Amériques concerna 15 à 20 millions d'individus entre le tout début du XVIe siècle et la toute fin du XIXe. Progressivement, des navires de transport pour émigrés, pour colons, pour réfugiés se mirent à traverser la planète de bout en bout. Lorsque les Huguenots durent quitter la France à partir de 1685, c'est un tiers de leur communauté, soit près de 300 000 personnes, qui s'expatria. Certains jusqu'en Amérique et en Afrique du Sud, où de nombreux patronymes, parfois accompagnés de leurs particules, figurent en bonne place dans les milieux d'affaires et les cabinets gouvernementaux. Dans les années 1845-1848, 5 millions d'Irlandais, dont le chiffre doubla par la suite, quittèrent leurs verts horizons pour une Amérique en pleine expansion, y introduisant en force le catholicisme. Puis, pour ne s'en tenir qu'aux peuples qui dépassèrent le million de déplacés, il y eut les Allemands, les Austro-Hongrois, les Italiens, les Russes. Ultérieurement, les États-Unis reçurent au rythme moyen d'1 million d'immigrants par an, des expatriés issus de toutes les parties du monde. Tous n'étaient pas toujours bien accueillis. Le flux ne s'est pas tari de nos jours. Ce sont des Sud-Américains et des Asiatiques qui continuent à s'y rendre de façon soutenue, dont un très grand nombre sont catholiques, comme les Latinos, les Philippins. Dans les années 70, à l'issue de la longue période de guerre qui incendia la péninsule indo-chinoise et le Vietnam tout particulièrement, plus d'1 million de réfugiés, connus sous le nom de Boat People, se répartirent dans le monde, forçant d'ailleurs certains pays à ouvrir leurs portes. Ils composent actuellement une diaspora extrêmement soudée. Le moindre anniversaire rassemble des familles éparpillées sur les 5 continents. Des Chinois, des Indiens, devenus migrants coloniaux malgré eux, après l'abolition de l'esclavage, constituent aussi des diasporas très solidaires, de 40 à 20 millions de personnes respectivement, qui forment par endroits la population majoritaire. Les cultures suivirent. Il n'est pas inutile de parler espagnol aux États-Unis pour demander son chemin. Le mandarin se parle, s'écrit et s'enseigne sous toutes les latitudes, là où jadis il n'avait aucun écho. Le russe est resté langue vernaculaire dans de nombreux pays dont il n'est plus la langue nationale. Des festivals et des carnavals hindous, chinois, antillais, ethniques animent les rues des métropoles aux 4 coins du monde et concurrencent ceux que nos traditions avaient instaurés autour du carême et des solstices. La présence d'importantes communautés étrangères concerne toutes les sociétés. 34 millions d'étrangers résident dans les pays de l'Union européenne, pour la plupart, il est vrai, issus de pays voisins. 20% de la population canadienne est née hors du pays, tandis qu'au Proche-Orient, jusqu'à 70% de la population active n'a pas la nationalité de leur pays d'accueil. Les sociétés occidentales actuelles, mais pas seulement, sont composées de ces migrations anciennes et récentes, qui n'ont jamais vraiment cessé et qui ont, dans la plupart des cas, participé à leur développement économique. Nous avons tous dans nos familles des proches, nos propres enfants peut-être, qui, partis pour un échange Erasmus, un stage, un premier emploi dans une ONG, se sont fixés au loin ou même enracinés avec conjoints et famille. Les drames humains qui frappent la planète aujourd'hui contraignent des millions d'individus, dont environ un tiers d'enfants, à quitter leur pays de naissance ou d'appartenance. Dérèglements climatiques, guerres et conflits, harcèlement par la pauvreté, société devenue chaotique. Les mieux organisés sont arrivés chez nous, où la pyramide des âges, qui n'est plus suffisamment alimentée par les tranches vigoureuses de la vie, leur ouvre quelques perspectives.
Les autres, les plus démunis, se retrouvent avec les pauvres. 30% des 50 millions de réfugiés dans le monde sont en Afrique, soit 17 millions de personnes. Dans les camps de transit, devenus permanents, les bénévoles, qui tentent de donner de l'espoir en même temps que du riz, sont découragés par l'ampleur démesurée de la tâche. Les mirages, comme celui de l'île de Lampedusa, devenu célèbre, constituent leur seul horizon. Ayons une pensée et une prière pour tous ceux qui se sont noyés en Méditerranée, dont on ne connaît pas les noms et même pas le nombre. Certes, ces importants mouvements de population introduisent de nouvelles configurations politiques, culturelles, sociétales, religieuses. Reste que le chrétien ne peut rester insensible aux atteintes faites à la dignité d'hommes, de femmes et d'enfants, victimes d'événements qui les dépassent et les écrasent. L'Église ne manque pas de structures, de réseaux, de bâtiments, ni de bonne volonté. Et mieux que quiconque, nous savons quel est le lieu de l'accueil, du partage, de la compassion. Au-delà de la surprise subie par tous, de la crainte peut-être, il nous faut appliquer cette écologie de l'homme que le pape François a clairement redéfinie dans son encyclique Laudato Si. Comment rester crédible en qualité de chrétien aux yeux du monde pour aborder ces changements de société délicats? L'occasion nous est donnée de relever un défi que le destin ne nous avait pas annoncé.